Merci beaucoup, je suis ravi d'être avec vous ce midi pour vous parler effectivement de données de santé, de machine learning, d'enjeux éthiques. Docteur Brunet, vous avez dit peut-être qu'on allait être remplacé par cette intelligence, et avec cette conférence, je vous invite plutôt à pousser un grand cri à l'intention de ces machines et de dire « je suis ton homme ». Et pour montrer peut-être que s'il s'agit bien de l'enjeu, c'est de savoir quel est finalement l'usage de ces algorithmes auxquels nous sommes appelés. Est-ce que vous savez ce que j'ai offert à mon fils pour ses 7 ans? 7 ans, en France comme au Canada, vous savez ce que c'est? C'est l'âge de... C'est l'âge de raison. Et donc je lui ai offert un marteau. Et en lui offrant ce marteau, je lui ai dit, bah écoute, voilà un marteau. Dans ce marteau, il y a toute l'illustration de l'ambivalence de notre rapport à la technique. Et pour ces 7 ans, puisque c'est l'âge de raison, je lui ai dit, avec ce marteau, qui est l'outil de construction par essence, tu peux aider papa à faire des travaux, ou bien tu peux taper sur la tête de ton petit frère ou de ta petite sœur. Et donc, dans ce cadeau, il est plongé dans ce dilemme qu'on peut avoir peut-être nous aussi, qui nous plonge sur l'ambivalence éthique du rapport que l'on peut avoir avec ces objets techniques, et avec le marteau comme l'intelligence artificielle. J'aurais beaucoup aimé vous faire une conférence sur les marteaux. On serait descendu dans la complexité technique des marteaux. C'est absolument passionnant, avec les différents types de manches, le pad, l'engroi, l'œil, etc. Vous savez sans doute que l'énergie libérée par le marteau, elle est linéaire par rapport à sa masse, elle est quadratique par rapport à sa vitesse, un demi de mv carré. Et en fait, ce serait un problème. Non pas qu'il n'y ait pas d'excellence universitaire qui soit capable de faire une conférence sur le marteau, mais que les détails techniques, la puissance des informations que l'on connaît, la grande diversité des marteaux, vous savez, il y a des marteaux de charpentiers, de mécaniciens, d'électriciens, nous disent finalement pas grand-chose de les usages que l'on peut en faire. Peut-être à la limite que ces marteaux ont été transformés par les usages et ils ont été eux-mêmes spécialisés. Donc notre savoir technique, finalement, il a une portée un peu limitée. Et bon, quand on a 7 ans, on peut déjà entrer dans cette complexité de la relation aux objets techniques, le marteau comme l'intelligence artificielle, eh bien, avec au moins ces deux pôles. Et ce que je vous propose, comme vous avez manifestement un petit peu plus que 7 ans, c'est d'aller un petit peu plus loin et de voir qu'un marteau, les objets techniques, ça évoque en fait beaucoup plus de choses que le simple bon et mauvais usage, qui est encore une fois une bonne porte d'entrée. Au risque d'être un peu émotif, c'est d'abord un marteau très spécial que j'ai offert à mon fils, puisque c'est celui que son papa lui a offert. Je lui ai offert pour lui, pour elle, quand ce sera ma fille, et donc c'est bien d'abord des techniques qui incarnent des gestes. Et bien au-delà de la technique, ce que j'ai résumé dans cette diapositive peut-être un peu longue, c'est qu'il y a beaucoup d'autres valeurs qui sont portées par la technique, que la technique finalement elle n'est jamais neutre. C'est d'abord des valeurs sémantiques. Quand on parle de marteau, vous avez beaucoup d'expressions qui viennent, comme par exemple être pris entre le marteau et l'enclume. Vous avez des valeurs symboliques. Francky Trichet, notre adjoint au GEEK de Nantes et au numérique, aura reconnu le marteau de Thor. Donc ces marteaux, ces objets techniques ont des valeurs et portent en eux bien plus que, encore une fois, leur symbolique technique. Eh bien, il y a aussi des valeurs politiques. On sait qu'un marteau appelle la faucille, et donc il y a tous ces objets techniques incarnent toujours beaucoup plus. Il y a des valeurs poétiques. Alors ça, c'est simplement pour que vous l'ayez dans la tête et que vous puissiez me maudire toute l'après-midi. Vous connaissez tous la chanson de Claude François, « Si j'avais un marteau ». Beaucoup plus sérieusement, il y a une valeur historique dans le grand livre des Maccabées. Maccabée, en fait, raconte l'histoire des guerres entre Juda Maccabée et Maccaba en araméen, Maccabet en hébreu, signifie justement marteau. Donc vous voyez que dans ces histoires de marteau, dans cette analogie, il y a beaucoup plus finalement que le simple objet technique dont on définirait la valeur éthique par son simple usage. En regardant mon fils,
qui maintenant voit des clous un petit peu partout. Et si vous faites bien attention à cette illustration, c'est un clou ici qui est en train d'enfoncer une vis. Et mon fils maintenant voit des clous un petit peu partout, y compris quand il essaye de mettre des vis. Alors c'est intéressant parce que ça souligne à quel point, dans le rapport à la technique, dans le rapport entre mon fils et son marteau, se joue en fait une transformation de notre vision du monde. En gros, il voit des clous un petit peu partout. Et donc ça a l'avantage, dans le rapport aux techniques, de vraiment nous interroger, de poser la question de notre rapport existentiel à et avec la technique. Et ces questions, elles se posent de manière extrêmement forte, et elles se poseront de plus en plus dans notre rapport à l'intelligence artificielle. Alors, pour conclure cette première introduction en forme de préambule, paradoxalement, le numérique, il rend plus évidente, peut-être même plus critique, notre constitution opérationnelle et psychique au monde. Il y a une espèce de double mouvement. Je me saisis de ces objets, ils me transforment, mais ils transforment aussi mon rapport au monde. Donc on a à la fois ce mouvement d'intériorisation et d'extériorisation, qui n'est pas spécialement nouveau avec l'intelligence artificielle, qui n'est pas spécialement nouveau avec la massification des données de santé, mais qui dit bien l'enjeu plus profond que la technique à travers le rapport à la technique. Et ce rapport, il se joue vraiment dans notre existence, dans la manière dont nous nous définissons. Il y a un rapport existentiel dans le saisissement des outils de l'intelligence artificielle. Ce rapport doit nous interroger, sans nous laisser tromper par le simple enjeu que représentait la matérialité de la technique. Et pour ça, les données de santé, le domaine de la santé peut vraiment nous y aider. D'abord parce que la santé a cette chance que nous nous sentons tous concernés. Ça a forcément des réalités pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que je vous invite à crier avec moi, à pousser ce « machine, je suis ton homme », au sens où nous nous réaffirmons dans la relation avec la technique. Et si j'ai insisté tellement sur ce cri, en fait, c'est parce qu'avec l'ensemble de mes collègues nantais, quand on a mis, cher Francky a mis en place il y a moins d'un an ce collectif Naomed IA, la première chose que l'on a faite, vous voyez, ce n'est pas de discuter des infrastructures, même si c'est très important dont on a besoin, ce n'est pas de discuter les différents types d'algorithmes, les différents types de convergence entre les algorithmes ou les différents types de données. La première chose qu'on a fait tous ensemble, que l'on vienne du milieu de la santé, comme c'est mon cas, avec beaucoup de données dont on va parler dans un instant, que l'on vienne du milieu des entreprises qui commercialisent, qui développent l'intelligence artificielle, eh bien la première chose qu'on a fait tous ensemble, c'est de poser 8 principes éthiques qui sont en fait une reconnaissance des valeurs, de ce qui nous réunit, et de ces valeurs qui sont en jeu dans le rapport à l'intelligence artificielle, quels que soient nos domaines d'activité, quels que soient nos degrés d'implication dans le monde de l'entreprise ou dans le monde académique. Je voudrais rapidement passer sur ces 8 principes parce qu'il me semble important de les mettre non pas à la fin, mais bien au début de toutes nos utilisations. Premier principe, il s'agit de la transparence. Et avec ce premier principe, nous condamnons tout traitement de données, qui seraient évidemment des données en dehors du domaine public, qui s'effectuerait sans le consentement des individus ou des institutions qui sont à l'origine de ces données. Le deuxième principe, c'est d'affirmer le caractère indissoluble des algorithmes de l'intelligence artificielle et des jeux de données sur lesquels ils s'appliquent. Alors, quand on a une culture francophone, on est très attaché à la gastronomie. C'est comme si vous vouliez discuter des recettes sans parler de la qualité des ingrédients. Mais on ne peut pas avoir une discussion éthérée sur les algorithmes ou les recettes sans qu'elles s'incarnent dans la qualité des produits, dans les terroirs qu'elles expriment. Troisième et quatrième principe, un principe de responsabilité d'abord, et nous témoignons que la traçabilité des accès aux données, la description des opérations algorithmiques sont gages de confiance envers les usages de l'intelligence artificielle. Et que c'est aussi un enjeu éthique. Et de ce point de vue, nous attestons que le déploiement d'un algorithme d'intelligence artificielle sur des données doit impérativement respecter l'usage pour lequel l'accès aux données a été obtenu. Donc on peut certainement en faire plusieurs choses. Quelque chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est que
Ces principes ne sont pas là comme une loi qui s'imposerait, mais ce sont bien des principes que nous posons, que nous discutons, et à chaque réunion, on a toujours une version un peu modifiée, améliorée de chacun de ces principes qui témoignent un peu de cette manière itérative qu'on a d'envisager nos échanges. 5e et 6e principe, c'est d'abord, et je vous invite à un des ateliers cet après-midi qui discutera le respect de la vie privée par construction, et nous pouvons exiger des garanties dès la conception des outils d'intelligence artificielle, en amont sur la protection de la vie privée des individus ou des institutions à l'origine des données, mais en aval aussi sur le droit des usagers à ne pas subir contre leur gré ou de manière inconsciente une implication qui serait dérivée de l'intelligence artificielle. Du point de vue de la gouvernance, nous préconisons systématiquement le recours à une structure tierce, la médiation d'une structure tierce, indépendante de tout conflit, qui facilite et est véritablement un médiateur dans le déploiement des algorithmes et des outils issus de l'intelligence artificielle. Et enfin, ce que nous faisons souvent, ce que je fais avec vous ce matin, nous nous engageons à diffuser la culture scientifique, technique, industrielle liée à l'intelligence artificielle. Nous nous engageons à participer en toute transparence, en accord avec ce manifeste, au développement auprès des citoyens, peut-être à la démystification de ce qui fait l'intelligence artificielle et ses différents champs d'application. Enfin, un principe que nous avons ajouté au fil de l'eau, c'est cette coopération entre l'humain et la machine, et vous voyez qu'on en appelle à ce cri « machine, je suis ton homme ». Nous plaçons systématiquement au cœur du développement d'une application dérivée de l'intelligence artificielle, non seulement les usages et les interactions qu'elle conditionne entre les usagers, mais aussi avec les usagers. Et donc on a bien, en fait, un enjeu qui porte systématiquement sur les usages. Alors en santé, ces usages, ils nous tiennent particulièrement à cœur. Oui, la santé est un peu à part, c'est un peu particulier, pour beaucoup de raisons. D'abord parce que l'introduction n'est pas toujours aussi disruptif que ce que l'on veut dire. C'est pas forcément une révolution, ou plutôt la médecine est en constante réévolution. Elle digère, elle absorbe des nouveaux outils, des nouvelles techniques, des nouveaux paradigmes qui modifient véritablement sa manière de procéder, son exigence de soigner. Et c'est pour nous toujours l'opportunité d'imaginer des changements, des transformations. Avec une chose très particulière, c'est qu'en santé, on n'expérimente pas n'importe comment. On expérimente toujours en ayant à cœur d'évaluer les conséquences. Elles sont trop graves pour qu'on innove sans avoir une démarche extrêmement rigoureuse d'évaluation des conséquences de l'introduction d'une nouvelle innovation. Et que vous soyez au CHU de Nantes ou bien au CHUM, ici au CHUN ou au CHUM, eh bien, nous sommes tous confrontés à la même chose, c'est-à-dire qu'on fait face à un abaissement absolument formidable du coût de collecte et de mise à disposition des données. Il faut bien voir qu'il y a quelques années encore, collecter de l'information coûtait extrêmement cher et que ce coût s'est profondément abaissé. Et que ces données deviennent accessibles à une échelle auquel nous ne pouvions probablement pas imaginer avant. Ce sont des machines, des objets connectés qui en permanence collectent à très faible coût de l'information. Et ça nous donne une opportunité absolument nouvelle de faire du recyclage de données. Ce sont des données de santé qui ont été collectées à l'occasion du soin et qui deviennent disponibles pour faire de la recherche pour d'autres usages. Et ça, c'est nouveau. Pourquoi ? Parce que en santé, bien plus qu'ailleurs, dans le domaine biomédical, on a coutume de se donner les protocoles, les cadres qui nous permettent de collecter de l'information pour faire de la recherche. Autrement dit, les données sont enregistrées dans le but de faire de la recherche. C'est le cas d'un protocole de recherche clinique, c'est le cas quand on met en place des registres pour étudier des maladies ou des grandes cohortes. Les données sont enregistrées pour répondre à une question scientifique. Au contraire, dans ces nouveaux usages qui sont possibles, dans une réanalyse, dans un recyclage des données qui sont collectées dans le cadre du soin, eh bien, on est beaucoup plus proche du big data, peut-être un peu plus traditionnel,
où on va utiliser de manière opportuniste des données qui sont collectées dans un autre but. Elles ont d'abord été collectées pour servir la décision médicale pour un patient. Et donc à Nantes, dans sa région, dans beaucoup d'autres hôpitaux de par le monde, eh bien, il y a un véritable enjeu à jouer collectif et à organiser sur un territoire avec ces CHU qui sont véritablement des carrefours de la donnée au sein d'un territoire, eh bien d'arriver à organiser la collecte de ce qu'on appelle toutes les données générées par le soin, ce qu'on appelle des entrepôts de données biomédicales. Je suis extrêmement fier d'avoir la responsabilité au CHU de Nantes d'un nouveau service qui est à la tête de ces données, des accès de ces données, des usages de ces données. Et on fait la même chose, que l'on soit dans les différents CHU de la région nantaise et dans d'autres institutions de santé qui sont aussi universitaires, avec des instituts de cancérologie. Dans ces approches, eh bien, on part là encore dans le cercle qui décrit les utilisations de ces données. Eh bien, les usages sont extrêmement importants, c'est ici en bleu, et puis on a cette capacité à itérer extrêmement rapidement pour utiliser ces données, permettre de nouvelles recherches et les valoriser, et puis interagir également beaucoup mieux avec le monde industriel. Simplement pour vous dire qu'on parle extrêmement vite en millions, à l'échelle de ces entrepôts interconnectés, avec un même outil déployé dans 8 établissements, eh bien, on parle très vite en millions, on parle de 4,6 millions de patients, on parle de 112 millions de documents scientifiques, c'est-à-dire tous les documents qui sont écrits, le texte vraiment, qui, vous savez, chers collègues, je vous remercie de m'avoir adressé, madame, etc., je l'ai vu en consultation, nous allons poser des examens, etc., etc. Eh bien, ce sont des documents dont le texte devient accessible. On parle de plus de 1,3 milliard de données structurées, les glycémies, la biologie, tous les examens de laboratoire qui sont réalisés. Et puis, puisqu'on a à la fois des analyses qui sont orientées sur les patients, mais aussi leur séjour dans les meilleures conditions possibles dans nos établissements. Ce sont plus de 5 millions de séjours dont les données sont disponibles. Donc vous voyez, quand on parle de massification des données, quand on a besoin d'un nouveau service pour réguler, médier, accompagner l'accès à ces données, eh bien effectivement, on a passé un cap, un véritable changement d'échelle dans l'accès aux données de santé. Là encore, les données de santé, c'est particulier. Pourquoi c'est particulier? Je vous donne 5 lettres qui sont des caractéristiques plutôt techniques des données de santé, qui peut-être font en sorte que ces données de santé, elles sont différentes des autres données qu'on peut avoir à traiter quand on est face à des données massifiées. C'est d'abord leur variété. Les données de santé, elles font toujours appel à des experts différents. Un patient mobilise des données de clinique, d'imagerie, de biologie, de génétique. Et ce sont des données qui ne sont maîtrisées que par différents spécialistes. C'est donc V de variété. N de nombre. La santé a cette caractéristique assez unique de nous emmener dans des infinis, dans l'infini des grands nombres, les 2,3 millions de patients atteints par la sclérose en plaques dans le monde, ou bien au contraire des infinis très petits, des mutations extrêmement rares que l'on va retrouver que chez un seul patient. Des catégories ce qu'on appelle nosologiques, qui sont en fait en permanent renouvellement. On définit des nouvelles maladies ou on redéfinit, on fait des catégories, des sous-catégories. Et puis, une information qui est à la fois probabiliste, finalement, dans ce big data, dans les données, c'est la variabilité, c'est l'incertitude qui est omniprésente, et non pas, comme on le croit parfois, la prédictibilité des caractéristiques des pathologies. Et puis, plus encore, quand on parle de big data et qu'on s'inscrit dans une certaine forme d'immédiateté, eh bien les données de santé, elles nous inscrivent dans des temps longs des maladies chroniques, mais temps longs également entre l'exposition et la survenue, parfois plusieurs dizaines d'années après, des problèmes de santé. Alors, il y a une autre caractéristique qui n'est pas technique, et quand les étudiants font leur serment d'Hippocrate, ce serment d'Hippocrate a cette formule latine « primum non nocere ». Le premier enjeu, c'est de ne pas nuire aux patients. Et donc quand on s'exalte, comme je le fais pour les données de santé, quelle est la résonance de ce primum non nocere? Eh bien c'est que, avant tout, ce qu'il prime,
c'est de préserver la vie privée des patients, de préserver la qualité de l'information, mais surtout, et c'est plus important, de respecter leur vie privée, de respecter leurs droits de regard sur les usages des données, comme le manifeste nous l'a rappelé. Et je voulais terminer cette présentation en vous montrant qu'il existait aussi des solutions techniques dans le cadre d'un partenariat entre une start-up et le CHU de Nantes. Eh bien, on étudie de très très près, non pas la technique, mais les usages de la technique, pour pouvoir passer de données individuelles qui sont sensibles à des données de synthèse, des données artificielles, mais qui ressemblent beaucoup à ces données, qui ressemblent beaucoup pour nous permettre de travailler avec, mais qui ont d'abord comme objectif de s'éloigner de ce patient pour protéger sa vie privée. Donc pour chaque patient, on réalise une modélisation et un tirage qui permet une simulation, comme le symbolise ces données. Donc c'est un logiciel dont on a déjà depuis quelques mois utilisé les caractéristiques. Vous voyez, c'est extrêmement simple. On se donne des nouveaux usages pour utiliser les données, on les charge. J'ai pris ici un exemple de mes collègues de diabétologie. On génère donc ces données. C'est l'homme qui est à la manœuvre. Il décide des paramètres de la modélisation. On va créer des données qui vont préserver jusqu'à un certain point la variabilité de l'information, mais protéger les patients. Et en lançant la synthèse de ces données, on va utiliser une modélisation plus ou moins locale, et on réalise ces informations. Donc on peut projeter ici de manière mathématique les données en conservant une partie des données. Vous voyez qu'ici on a des avatars qui se superposent assez bien aux données originales, et on va à la fois créer des individus de synthèse qui protègent les individus et conserver les propriétés statistiques des données. Et donc ça, c'est une manière de libérer le partage de l'information dans des données de santé. Pour vous donner un autre exemple ici d'exactement cette même technique, donc on génère des données avatarisées en rose ici. Ce sont des données qu'on qualifierait d'anonymes, mais par croisement. Il y a énormément de données morphométriques, donc elles sont potentiellement identifiantes. C'est difficile de les partager, mais on peut les avatariser pour protéger les patients. Et une fois que ces données sont avatarisées, en fait, ce qui nous importe, c'est de montrer qu'elles sont réutilisables. Et dans cet exemple ici, on utilise des techniques de machine learning, des techniques de forêt aléatoire pour montrer qu'on est capable d'utiliser l'ensemble des données qui ont été avatarisées pour faire des prédictions avec des outils apprenants, donc typiquement d'avoir réussi par construction à protéger les patients tout en permettant de faciliter l'accès à des données. Alors pour conclure, évidemment, dans le domaine de la santé, rien n'est probablement plus faux que ce que l'on entend parfois, que les données parleraient d'elles-mêmes. C'est faux parce que ces données sont complexes, qu'elles sont difficiles d'accès et que finalement elles ne sont pas si accessibles que ça. Avec ces 5 lettres VNCPT, peut-être qu'en santé, les data scientists, les experts des données, eh bien ce sont les soignants eux-mêmes, ce sont eux qui connaissent le contexte dans lequel ces données sont nées. Elles sont complexes, elles sont diverses, on l'a dit, et c'est peut-être plus important que les méthodes de traitement ou les outils informatiques qui sont souvent vus comme limitants. Et puis enfin, pour peut-être ouvrir la discussion, je crois qu'il faut en appeler à réfléchir à quels sont nos modes d'utilisation des données. Les données individuelles, sous leur forme originale, non transformée, peut-être qu'elles ne sont légitimes d'être mobilisées que pour le patient lui-même, lorsqu'on en a besoin pour le soin, pour son objectif à lui-même, et que dans toutes les autres situations, eh bien, des données artificielles de synthèse produites par des techniques d'anonymisation profonde comme celles que je vous ai présentées permettraient certainement d'être des solutions qui nous appellent à nous saisir de ces technologies et à développer leurs usages au service de tous. Et sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention.